Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, dernière émission. Alors évidemment, Aurélie Planex sera là demain avec ses interviews, mais on va dire dernière émission de débat avant le deuxième tour, le second tour des élections législatives. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fera une espèce de rapport d'étape, au moins sur 3 émissions, autour des grands défis post-élection. Bon, bref, c'est un peu toujours les mêmes. On va quand même pas mal parler de la réforme des retraites, mais tous les sujets de travail, de compétitivité, bref. Les grands sujets français du moment, en espérant qu'il y aura, pas un jugement de valeur d'ailleurs, mais des gens pour les prendre en main et pour essayer de faire bouger les choses. Donc voilà, donc dernière émission de débat, c'est parti. Donc, Jean-Charles Simon, salut Jean-Charles, Bonjour. entrepreneur, économiste, et Jérôme Mathis, salut Jérôme, prof d'éco à Dauphine. Bon, donc on va démarrer. Pourquoi j'y pensais là, en espérant qu'il y aura quelqu'un pour prendre en main les... j'écoute, alors, vous allez dire c'est une drôle d'occupation, mais j'écoutais Jean-François Copé ce matin sur RTL d'ailleurs, et il exprimait un peu ce que je ressentais moi aussi, c'est-à-dire que c'était assez intéressant. En gros, l'interview, c'était LR peut servir de force d'appoint pour essayer d'influer les réformes dans le bon sens. Et Copé lui disait, mais je ne sais pas, moi, ce que sont les réformes. Donc, la journaliste, c'était Alba Ventura, lui disait, mais comment ça, vous êtes contre la retraite à 65 ans? Copé disait, mais on en est où sur ce sujet-là? J'en sais rien. Vous êtes contre l'obligation d'activité pour le RSA? Non, mais on en est où? Le président ne dit plus rien, enfin comme je le disais hier, la dernière fois moi que j'ai entendu une phrase à peu près concrète sur la réforme des retraites, c'était Olivier Dussopt, qui disait, et d'ailleurs Jean-Charles, j'ai besoin d'un peu de tes lumières là-dessus, qui disait finalement la réforme Touraine fait bien le job. Donc la réforme Touraine, c'est 3 mois de cotisation supplémentaire tous les 3 ans, c'est ça hein, Ça fait ça exactement, donc c'est un trimestre tous les 3 ans, et donc ça prolonge les réformes précédentes sur les nombres de trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Oui, pour avoir une retraite à taux plein, exactement. Ça, c'est pas une réforme d'âge, c'est pas un âge qui vous ouvre un droit, c'est un nombre de trimestres. Vous pouvez quand même prendre votre retraite à 62 ans, même si vous n'avez pas les trimestres, voilà. Mais vous avez une décote. Voilà. Donc ça, c'est une réforme qui, effectivement, on s'en rend compte, pousse bien le départ effectif des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens partent déjà à plus de 63 ans à peu près. On est donc au-delà des 62 dans le départ effectif. Et il le fait un peu en mode CSG, c'est-à-dire ça se fait sans douleur, ça se fait sans que personne n'en parle. Il y a l'Agirc-Arrco aussi qui a créé un dispositif de bonus-malus qui est calé sur 63 ans. Donc en fait, tout ça a déjà prolonger sans faire de bruit les départs à la retraite. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent vers 62 ans, qui font leur bilan, combien je vais toucher, et qu'on leur dit, si tu restes 5 trimestres de plus, ça va faire tant, etc., ils font leurs arbitrages et ils restent un petit peu plus longtemps. Faut le faire. Alors non, en fait. Alors juste parce que l'Agirc-Arrco a publié son premier bilan sur ce bonus-malus. Sur ce bonus-malus, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Voilà. Mais la réforme Touraine je vais juste donner le chiffre. C'est moins de 10%. Ce qui est très intéressant quand même. Moins de 10% de ceux qui auraient pu continuer, qui ont choisi de continuer. Je crois que c'est 9% des salariés, sachant que un gros tiers, quasiment 40% des salariés ne sont pas concernés, soit parce qu'ils sont déjà soumis à une décote, soit parce que c'est carrière longue, maladie, handicap, etc., etc. Ce qui veut dire quand même soit qu'il y a quand même une forme de souffrance au travail, et c'est l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire qu'on parle des cadres en plus, voilà. Soit qu'en fait, les retraites sont quand même très très généreuses. Oui, de toute façon. Et que le retraité peut faire l'arbitrage de dire non, finalement, je n'ai pas besoin de 500 balles. L'Agirc-Arrco, il est très faible parce qu'en fait, il n'applique un bonus-malus que sur 3 ans. Ouais. Donc, il n'applique pas sur la durée de vie de la retraite. Tout à fait. Tandis que la décote de la CNAV liée à la réforme Touraine, et liée avant déjà aux réformes précédentes, elle applique une décote sur c'est une décote viagère, sur toute la durée de votre retraite. Donc, celle-ci a forcément plus d'impact que la réforme Agirc-Arrco, qui effectivement a faible impact pour l'instant. Mais de toute façon, encore une fois, les gens, à cause des trimestres CNAV, assurance vieillesse, régime de base, continuent un peu plus longtemps de travailler. Mais tout ça pour dire que, légitimement, tu peux te demander, je ne sais pas Jérôme, si tu réfléchis comme ça, tu peux te demander si, mais on en a peut-être déjà parlé, si on va se retrouver avec un président réformateur mode Macron 2017 ou avec un roi fainéant mode Jacques Chirac
2002, c'est ça, c'est 2002, hein, Voilà, la réélection de Jacques Chirac. Voilà. Le président réformateur réforme jusqu'à la limite de l'acceptation du peuple. Il y a quand même, les sondages indiquent quand même qu'il y aurait un tiers des Français qui seraient pour abaisser l'âge de départ à la retraite. C'est ce qui nourrit d'ailleurs en ce moment. Ils votent NUPES d'ailleurs, un tiers. Les rangs de NUPES, tout à fait. Donc c'est des gens qui souvent, je pense, s'arc-boutent en se disant moi j'ai cotisé toute ma vie, maintenant que c'est à moi de bénéficier, il n'y a pas de raison que je bénéficie moins que ceux que je finançais autrefois. En revanche, je pense qu'ils n'ont pas toujours conscience des données macroéconomiques du pays. D'abord, la pyramide des âges, il y a quand même un bon quart des Français à la retraite. Ouais. Et puis, eux ont commencé à travailler, ils sont nés dans les années 60, les gens qui partent actuellement à la retraite. Ils ont commencé à travailler à une époque où il y avait 4 cotisants par retraité. 10 ans plus tard, en 1970, il y en a déjà plus que 3, et aujourd'hui, il y en a moins de 1,5. À l'époque, toujours dans les années 60, les gens qui partent à la retraite, ils avaient une espérance de vie à peu près de 10-12 ans. Aujourd'hui, c'est 25 ans. Donc non seulement on a beaucoup plus de retraités, on a des retraités qui vivent, et c'est tant mieux, beaucoup plus longtemps. Ça doit se financer. Et ce qui, moi, me surprend sur la position des partis d'extrême gauche, c'est que eux qui brandissent toujours l'étendard de la redistribution des richesses, quand on regarde, on voit que les retraités sont en moyenne un peu plus riches que les actifs. Et vouloir abaisser l'âge de départ à la retraite, c'est aggraver cette inégalité, puisque c'est venir gonfler le rang du nombre de bénéficiaires et diminuer le nombre de cotisants. Donc c'est quelque chose qui, moi, me stupéfait venant de l'extrême gauche, quand même. Mais alors, ma question n'était pas... c'est toujours très intéressant, mais j'ai assez peu de doutes quand on est sur Bismart, sur nos auditeurs téléspectateurs et ce qu'ils pensent de la nécessité d'une réforme des retraites. Tu vois, je vous le dis, et moi, on ne se cache pas derrière son petit doigt. Non, c'est savoir... Toi, tu dis, finalement, si... c'était quoi ta phrase le président réforme Oui, jusqu'à la limite de l'acceptation populaire. Il faut au moins c'est un gouvernement qui a été marqué au fer rouge par le mouvement des Gilets jaunes, bien que ce soit un mouvement qui soit tout petit par rapport à la population française. L'acceptation populaire, elle est enfin, alors à ce moment-là, tu t'arrêtes. C'est ça, tu fais Jacques Chirac. En fait, tu fais Jacques Chirac 2002, traumatisé par Malik Oussekine et c'était le CPE, c'est ça, qui avait été. Moi, j'étais reporter à l'époque. Le CPE, ça, c'est sous Villepin, c'est dans le deuxième mandat Chirac. C'est Villepin. Ah, c'est dans le deuxième mandat de Chirac ? Oui, tout à fait. Ça a été un des trucs les plus violents que j'ai traversés hors guerre, quoi. C'était aux Invalides, là. Contestation populaire. Des gamins. Ce qui a été très roi fainéant, ça a été les 3 années de Raffarin avec Chirac 2002-2005. Et en revanche, il y a eu une petite tentative, une période, un épisode réformateur quand Villepin a été nommé Premier ministre. Parce qu'il avait Sarkozy, il avait l'épée de Sarkozy dans le dos. Il espérait encore pouvoir être en compétition pour la présidentielle de 2007. Et donc il a tenté le coup, CPE, CNE, et il a échoué sur le... Et après, pour le coup, plus rien n'a été fait, surtout qu'il y a eu des émeutes des banlieues de 2005. Donc après, là, ça a été le gel total jusqu'à 2007. C'est ça. Et on avait eu cette innovation sémantique de la loi promulguée mais pas appliquée. Exactement. C'est ça, c'était le contrat. Quand même, juste avec l'histoire de décote que tu mentionnes, tu soulignes un point intéressant, c'est que souvent, le citoyen qui s'informe assez peu sur ces questions-là reste focalisé sur un aspect binaire des choses. Quel est l'âge de départ à la retraite légale ? Qu'est-ce que ça ? Mais en fait, avec ces histoires de décote, on se rend compte que quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la boîte noire, en fait, c'est plutôt un phénomène, un mécanisme qui est lissé et qui est continu. On a le droit de partir avant, avec une petite décote. Si on part longtemps avant, on a une grosse décote, etc. Et finalement, tout se lisse. Mais les gens s'arc-boutent sur des chiffres, sur des réformes qui annoncent des plans binaires. Voilà, quel est l'âge de départ légal ? On pourrait dire, on maintient l'âge de départ, mais on réduit un peu les retraites. D'ailleurs, c'est ce qui est fait de manière continue quand on augmente la CSG des retraités. D'ailleurs, c'est les retraités, parce qu'ils n'acceptaient pas que leur CSG soit augmentée, qui ont rejoint le rang des Gilets jaunes, rappelez-vous. Oui, c'est sur cette question-là. Enfin, ils ont rejoint les gens. Ils ont même été, en fait, la première étincelle. Exactement. Ils ont même été la première étincelle. Alors que c'était un petit rééquilibrage, comme tu le disais, sur inactif-actif. C'est-à-dire que c'était comme justement la France se caractérisait par cette singularité d'un revenu moyen des inactifs, des retraités, supérieur à celui des actifs. L'idée, c'était une petite correction, c'est-à-dire qu'on allégeait les cotisations sociales salariales pour les actifs. Exactement. Et on augmentait la CSG pour les retraités au-delà d'un certain seuil, qui finalement a été porté à 2 000 €, donc qui ne concerne plus beaucoup de retraités. Mais ça qui était le bon sens, et qui était plutôt de la justice sociale, a été combattue massivement, par les retraités bien sûr, mais par d'autres également. Ça va me permettre, attends Jérôme, parce qu'on a fait la pub de ton livre, formidable interview, allez voir d'ailleurs l'interview de Jérôme Matisse sur le prix de la vie. Et c'est vrai qu'il y a 2 jours, j'ai cité le bouquin de Guillaume Bazot, donc, qui viendra nous voir à la fin du mois, le 28 je crois, mais je vous redirai ça, donc qui s'appelle L'épouvantail néolibéral, un mal très français. Voilà, je vous montre le bouquin. Et c'est une mine, je suis en train de le lire là, et je prends mon temps parce que c'est
c'est vraiment d'abord très agréable à lire et puis une mine d'infos. Et donc, assez vite, je retombe sur ce qu'il raconte. Donc, notamment, le premier chapitre, c'est sur bien-être social, niveau de vie, pauvreté, etc. Donc, la hausse du pouvoir d'achat n'est pas symétrique selon les classes d'âge. De fait, alors que les moins de 65 ans ont vu leurs revenus s'accroître légèrement plus vite que les plus de 65 ans entre 1995 et 2008, il s'avère que les plus de 65 ans ont capté une partie importante des hausses observées depuis 2008. Voilà, donc... depuis 2008, effectivement, le revenu des actifs, c'est pas la meilleure période historique pour le revenu des actifs. Alors, mais tu connais ça, Jean-Charles, juste un mot, parce que le bouquin parle de ça et dit, oui, c'est lecture, Jérôme, qui peut être très utile. La date à laquelle tu commences ta statistique, bien sûr. Qui est, toi, tu es statisticien, et il dit toutes les références à 1980, par exemple, dans le débat public, sont des références que vous pouvez écarter. En fait, 1980 est une mauvaise référence. Faut démarrer en 70, plus sûrement en 90, pour avoir des séquences qui sont des séquences qui traduisent beaucoup mieux le réel et non pas l'idéologie, puisque c'est typiquement le partage de la valeur ajoutée. Le partage de la valeur ajoutée entre la rémunération du travail et la rémunération du capital, 80, c'est une date aberrante en fait. Enfin, c'est une période un peu aberrante. C'est la grande période d'inflation, et donc en fait, c'est pas la bonne, le bon moment pour voir les choses. Voilà. Voir avant 70 ou depuis 85. Et depuis 85, on a une fameuse grande stabilité en France du partage de la valeur, qui est quelque chose qui est contesté contre tous les faits évidents. Il y avait eu une commission en 2009, Sarkozy contestait le sujet puisqu'il voulait un nouveau partage de la valeur. Il avait demandé au directeur général de l'INSEE de l'époque, Jean-Philippe Cottis, de faire une commission avec les partenaires sociaux, à laquelle j'ai participé à l'époque puisque j'étais directeur général du MEDEF, et tout le monde avait dû constater que non, y compris les syndicats de salariés, alors avaient essayé de tourner les choses et ça, mais avaient dû constater, il n'y a pas de déformation du partage de la valeur en faveur du capital en France, et au contraire, le partage de la valeur, alors la comparaison internationale est un sujet très, très délicat en la matière. Mais quand on regarde, la France, la part des salaires est élevée. Après, j'avais discuté avec Jean-Philippe Cottis, moi, sur cette étude. Visiblement, quand même, travail effroyablement complexe à mener. Je ne sais pas, Jérôme, si tu t'étais posé la question. Et il n'y a pas eu d'étude aussi complète de celle de Cottis depuis. Voilà, donc, mais depuis, en revanche, depuis quand on regarde la même statistique, c'est-à-dire quelle est la part des salaires dans la valeur ajoutée brute, les choses sont très claires. Il n'y a pas de recul en France, alors qu'il y a des pays où ça a reculé fortement, notamment l'Allemagne d'ailleurs. Et justement, c'est ce que, alors je le disais il y a 2 jours, c'est ce que Guillaume Bazot appelle les... Alors c'est pas lui, il reprend un sociologue célèbre dont j'ai oublié le nom, mais appelle les idées utiles, c'est-à-dire cette idée de... Les actionnaires pompent le pognon au détriment des salariés, c'est une idée utile. C'est une idée facile à balancer dans le débat public et très très compliquée à contester derrière. Voilà. Même chose, dit-il, sur les aides pour les loyers. Nous qui avons étudié ces matières, on sait tous que les aides pour les loyers enrichissent les propriétaires et en fait ne sont qu'un faible soutien pour les locataires et notamment les locataires avec peu de ressources. Très compliqué à expliquer dans le débat public, alors qu'il est tellement simple de dire mon Dieu, il faut absolument aider les pauvres gens qui n'arrivent pas à se loger. Cette faute que tu mentionnes, qui est perpétuellement rejetée sur les actionnaires, à mon avis, elle s'explique simplement. C'est que chacun qui a en charge de mener une mesure qui est impopulaire, alors au sein de l'entreprise, par exemple, on va dire c'est pas moi en fait, c'est un ordre qui vient d'en haut, et on remonte comme ça dans la pyramide de l'entreprise jusqu'à ce qu'on arrive à l'équipe dirigeante et qui dit c'est pas nous, ce sont les actionnaires. Et là il n'y a plus personne, parce qu'il n'y a aucun actionnaire qui dit moi en tant qu'actionnaire je prends la parole pour défendre la position des actionnaires. Personne ne le fait. On est dans l'anonymat le plus complet. Absolument. Et donc voilà, c'est une faute qui est perpétuellement rejetée jusqu'à ce que quelqu'un ne s'en défende plus et ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. L'actionnaire pourrait dire, s'il prenait la parole, c'est pas nous, c'est les consommateurs qui veulent un meilleur pouvoir d'achat et qui sans cesse nous oblige à tirer les prix vers le bas, donc à être plus concurrentiel et donc potentiellement à supprimer des emplois. Mais ça, ils ne le disent pas. Voilà. Ouais, c'est très juste. Ah, tiens, ce qui m'amène sur ce sujet, on part dans tous les sens, mesdames, messieurs, mais peu importe. Enfin voilà. Non, parce que sur les dividendes, la question du dividende salarié.
On va pas en reparler, on en a parlé beaucoup autour de cette table. Thibault Langsat, tiens, d'ailleurs, lundi, je vous redonnerai l'interview qu'on avait faite vraiment sur ce sujet avec Thibault Langsat, puisque force est de constater, peut-être que lundi, d'ailleurs, Thibault sera ministre des PME, du tourisme et de l'artisanat, c'est le plus grand bien que je lui souhaite, mais il semble bien que ces histoires de dividendes salariés se mettent en place. Là, ça y est, enfin, François Asselin... Alors, vous n'en avez pas entendu parler parce que ça n'intéresse personne, mais moi j'ai vu le point de vue de François Asselin très clair, CGPME, disant notamment, et c'est aussi ce qui rend le calcul du partage de la valeur assez compliqué à établir en France, énormément aujourd'hui de patrons de PME, de patrons de TI, se payent avec des dividendes. Voilà. Ces dividendes, seule l'administration fiscale en a la déclaration, et c'est évidemment couvert par le secret fiscal. Donc c'est compliqué à évaluer. Simplement, dit Asselin, si, quand le patron se verse un salaire, finalement, c'est à travers le dividende, il faut absolument qu'il mette en face un dispositif de partage de la valeur, quel qu'il soit, on change complètement les données du problème. Surtout, voilà. effectivement, et on handicape davantage encore les entreprises françaises. Ces entreprises à un actionnaire, ou on va dire à une famille actionnaire, qui sont le tissu des PME françaises classiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnariat, en fait. Il y a une personne et ses proches qui sont les actionnaires. C'est fréquent, en effet, que... c'est presque une pratique de bonne gestion d'ailleurs. Je ne vais pas me coller une rémunération fixe sur ma personne parce que ça handicape le compte d'exploitation de l'entreprise. Et donc, je vais me payer en dividende. Dividende, dont j'essaie d'expliquer chronique après chronique et tout ça, que c'est une part de la valeur en anticipation de l'entreprise et que c'est pas autre chose. C'est-à-dire que l'actionnaire ne s'enrichit pas, il retire de la valeur de l'entreprise pour lui-même. Mais dans ce cas-là, ça se discute. Non, quand l'entreprise est cotée, il n'y a aucun doute. Quand l'entreprise est cotée, ça se voit le jour de la cotation, c'est le jour du détachement du dividende, la valeur, elle baisse la valeur du dividende. Quand elle n'est pas cotée, quand elle n'est pas cotée, c'est pareil. Si tu veux, s'il laissait une part de résultat. Oui, mais s'il laissait le résultat dans l'entreprise et qu'il le faisait fructifier, il l'aurait le jour de la cession de l'entreprise. Sauf que, comme justement, c'est pas liquide, c'est la meilleure façon pour lui d'avoir de la liquidité sur la valeur de l'entreprise. Ça, oui. Donc c'est ce à quoi sert le dividende typiquement pour ces personnes-là, mais aussi pour les actionnaires de sociétés cotées. Ça donne de la liquidité à la valeur de l'entreprise. Mais inversement, vous voyez qu'il y a des entreprises, notamment en phase de très grande croissance ou de démarrage, ne versent jamais de dividende et ça n'handicape pas la valeur de l'action. Donc le vrai sujet pour moi sur le dividende salarié, je comprends la bonne idée. Thibault je vois très bien le point de départ. Il a raison sur. Il veut apaiser les philosophie. Il explique. Il a raison sur une philosophie, effectivement, de dire. Il est chef d'entreprise lui-même, de dire c'est quand même un bel outil intéressant pour faire participer les personnes et aligner quelque part les intérêts aussi de toute la collectivité de l'entreprise. Mais là où, à mon avis, il fait une erreur, d'abord, il renforce cette idée qu'il y a un vrai souci avec le partage de la valeur en France, qui, encore une fois, n'est pas vrai. Donc, quelque part, il donne des armes au camp NUPES, etc. Et la deuxième chose plus prosaïque, c'est qu'effectivement, les TPE, PME vont être très embêtés si on leur impose la participation obligatoire, ce qui n'est pas le cas à dessein, justement. Pourquoi on a rendu ça obligatoire dans les plus de 50 ? Parce qu'on sait que dans des petites boîtes, c'est vraiment, d'abord, c'est la croix et la bannière à mettre en place, et c'est des contraintes en plus, et ça va être quelque chose que, du coup, le chef d'entreprise ça génère de la frustration, en plus. Asselin explique bien que ça peut générer de la frustration. Ça peut générer beaucoup de frustration. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est ça, parce que depuis le gaullisme social et les discours de 67 sur la participation, le grand totem français sur la troisième voie. Donc, Thibault est dans cette école-là, très bien. Bon, c'est école très française, très, très spécifique, parce que ça n'existe pas ailleurs, par ailleurs. Tous ces machins-là n'existent pas. Vas-y, donc fini. Ces trucs-là, les gens disent, voilà, on veut réconcilier. Mais les syndicats de salariés sont contre. Bien sûr. Les syndicats de salariés sont contre, parce que les syndicats de salariés disent, moi, je veux du salaire. Je veux pas un machin qui va dépendre, je veux du salaire. Et je sais très bien ce que vous allez faire, et ils ont raison en partie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, si je donne de participation intéressement, je vais donner moins d'augmentation de salaire. Et je vais finalement faire mon calcul global, ce qui est légitime, parce que finalement, tout chef d'entreprise raisonne comme ça. Moi, tu dis, c'est quoi mon coût du travail global ? Et je vais intégrer la participation et l'intéressement dedans. Ce qui me permet de prendre ma casquette de vieux sage pour dire non, parce que tu dis c'est de la bonne gestion pour le chef d'entreprise que de se rémunérer à travers le dividende.
oui et non. Il faut que vous regardiez ça de très près parce qu'il faut cotiser quand même. Donc, bien sûr. Non, mais c'est pas nécessairement un bon service qui sera en lui-même. Il ne sera pas forcément un bon service en lui-même. Ça, c'est clair. L'inflation des SAS avec les gars qui cotisent plus et qui vont se réveiller à 45 ans en disant mais bien sûr, je connais des tas de situations comme ça où les personnes ne se versent plus du tout de salaire et ne font que du dividende en se disant tu sais, comme ça, j'ajuste, quand je peux prendre un peu, je prends, et puis sinon je laisse dans la société. Sauf qu'ils n'ont plus de retraite. Exactement. Parce que dans un système comme le système français où tout est en répartition, il faudrait qu'ils fassent un effort Madelin ou contrat pair équivalent, et ils le feront souvent pas, et donc ils oublient un peu leur problématique de retraite. Donc ça, il faut qu'ils fassent gaffe à ça. Ils comptent souvent sur la revente de leurs actions pour financer leur retraite. Exactement. En fait, c'est un peu comme un commerçant qui revend son fonds de commerce. C'est un calcul super dangereux. Entrepreneur, c'est déjà dangereux. Et ça veut dire que c'est un calcul super dangereux. On met tous ces dans le même panier. On n'a plus d'assurance chômage. On n'a plus d'assurance retraite. Et donc on prend des risques. Mais c'est la vie de l'entrepreneur aussi. Tu penses quoi de cette histoire ? Plus largement d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça nous amène d'ailleurs sur un des sujets que je voulais qu'on regarde ensemble. C'est-à-dire, on sent bien que l'entreprise va être sollicitée sur ces questions de pouvoir d'achat. Donc elle s'appelle PEPA, c'est ça, la prime Macron, son vrai nom, son petit nom, c'est la prime PEPA, voilà. Donc prime PEPA, montée jusqu'à 6 000 €. Là encore, la CGPME Asselin voudrait qu'elle puisse être versée en plusieurs fois. Et donc là, ça devient quand même un grand n'importe quoi. Heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées, enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments qui vont être mis en avant pour que les entreprises essayent de participer à ce redressement du pouvoir d'achat. C'est un discours qui me désenchante un petit peu. Vas-y. Parce qu'on assiste actuellement, on est encore dans les législatives, on assiste actuellement à une course au moins-disant fiscal, une course au mieux-disant du soutien au pouvoir d'achat. Et à mon sens, moins-disant fiscal, je pourrais en parler tout à l'heure parce que ça ne répond pas à ta question, mais sur la question du pouvoir d'achat, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que dans une problématique environnementale, on est censé réduire un petit peu la voilure de la consommation. Alors, j'appelle pas à de la décroissance, j'appelle à un minimum de sobriété quand on constate que les ménages français continuent à jeter 500 à 1 000 € de nourriture chaque année parce qu'ils ne l'ont pas consommé dans les temps. Donc, apporter un coup de pouce de pouvoir d'achat aux foyers qui en ont réellement besoin, il faut le faire. Par contre, un coup de pouce de pouvoir d'achat à tout le monde, ça me paraît être totalement inapproprié à la situation actuelle. Par exemple, moi, je suis fonctionnaire, donc ça fait plus de 10 ans que mon point d'indice est gelé. Je ne suis pas spécialement pour que ce point d'indice soit dégelé aujourd'hui. Je trouve que la situation ne s'y prête pas. Alors en disant ça, je vais avoir plein de collègues qui tout à l'heure vont venir m'engueuler dans mon bureau. Mais voilà, c'est qu'il y en a qui en ont réellement besoin. Tu leur répondras, écrivez des bouquins, vous aussi. Ouais. Non mais... Est-ce qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde, sachant que, en fait, en termes de consommation, de progresser, d'avoir de plus en plus... C'est en ça. Ouais, mais le truc, par exemple, le truc PEPA, le patron qui va filer 500 €, on va dire. OK, il va les filer. Ouais, ça peut être plus de 500 €. Hein. En fait, je crois que c'est la moyenne de la prime telle qu'elle a été distribuée en 2019. Effectivement, il y a des gens qui avaient saturé à 1000, après maintenant c'est 2000. Mais même, disons, à 1000, il va la filer à 1000. En fait, en relatif, il va filer à 1000 à tout le monde. Mais en relatif, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat pour celui qui est payé au SMIC, alors que c'est une anecdote pour ses cadres dirigeants. Donc, je trouve que le dispositif là-dessus est pas mal, pas idiot. Allons jusqu'au bout dans la réflexion économique. Donc là, je vais dire quelque chose que peut-être tout le monde ne va pas comprendre. Vas-y, exiger on a le temps. Une augmentation, exiger plus de pouvoir d'achat. Dans le fond, ça revient à dire, je réclame que le fruit de mon travail ou de mon épargne me permettent d'acheter plus du fruit du travail des autres. C'est ça que ça veut dire, réclamer du pouvoir d'achat. On est d'accord. Bon. Est-ce qu'on est dans la situation qui s'y prête actuellement ? Je ne pense pas. En France, déjà, ça veut dire qu'on est donc arc-boutés les uns contre les autres. Je veux que mon salaire me permette d'acheter plus de ton travail. Donc il faut que ton salaire soit moins bien revalorisé que le mien. Donc ça nous oppose les uns contre les autres en France. Et puis, à l'échelle internationale, n'oublions pas que notre pouvoir d'achat, on le tire essentiellement de salaires de misère qui sont versés dans des pays en voie de développement. Donc tout ça pose des questions, finalement, de bonne entente au sein de la nation et de redistribution à l'échelle mondiale. Tu as parfaitement raison. C'est encore une idée utile, tiens, tu vois. Augmenter le pouvoir d'achat et il faut 2 minutes... Je suis tout à fait d'accord. Bon, par ailleurs, plus globalement, je pense qu'il y a une faute qui est commise dans cette période vraiment problématique, qui est de laisser penser que dès qu'il y a de l'inflation, l'État doit venir compenser. Donc ça, je trouve ça globalement malsain de se dire non, je ne suis pas là pour être votre coussinet qui amortit toutes les fluctuations économiques. Et c'est d'autant moins nécessaire pour des ménages un peu aisés qu'au moment de la période Covid, d'ailleurs, ils ont fait une surépargne importante. Donc je trouve ça
vraiment négatif. Autant je trouve ça très légitime d'aller s'intéresser aux gens pour lesquels c'est un problème de vie quotidienne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est manger, se déplacer, se loger. Autant je trouve que faire des mesures générales, c'est vraiment idiot. Et alors, dans l'exemple, pour reprendre le côté un peu absurde de ce que tu citais par rapport à la transition écologique, c'est l'annonce de la NUPES de dire je mettrai le gasoil, je garantis le gasoil à 1,40 €. Alors 1,40 €, ça veut dire que c'est formidable, je vais rouler énormément, je vais polluer beaucoup plus en gasoil grâce à cette mesure NUPES pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il y a ELV dans cet accord, ce que soulignait Emmanuel Ducrot, les interpellant sur la mesure, en disant mais ELV, vous êtes vraiment sûr que vous avez signé pour le gasoil à 1,40 € pour tout le monde et que c'est ça et que l'État doit subventionner parce que évidemment c'est pas le prix de marché. Le contribuable qui concourt à la facture du consommateur. Voilà, donc ça c'est quand même assez aberrant dans la période actuelle et je pense qu'il aurait fallu dire écoutez, voilà, on va vraiment faire attention à ce que les personnes en nécessité n'aient pas de contraintes supplémentaires de vie. Donc ceux-là, on va les accompagner avec des dispositifs ad hoc. Et en revanche, on ne fait pas les mesures pour tout le monde qui sont pas les bonnes mesures parce que c'est vraiment... Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est dans l'entreprise que ça va s'ajuster. C'est-à-dire qu'il va y avoir entre les rémunérations et les prix... Si tu arrives à faire baisser marginalement le coût du travail, moi, j'ai rien contre, si tu veux. Tu vois, à travers les heures sup, à travers... mais on va reparler du fiscal, parce que c'est très intéressant. Mais à travers les heures sup, à travers le PEPA, à travers des choses comme ça, tu fais baisser le coût du travail marginalement. On est d'accord quand même. Oui, mais tu as un problème de... Mais tu as un problème de cotisation en face. Et ben voilà, on est d'accord. Et donc, en fait, là aussi, moi, je ne vais pas me faire l'avocat des syndicats de salariés, mais je reprends pour l'occasion de leur discours. Ils disent, et la sécurité sociale, vous la financez comment si vous exonérez tous les revenus du travail? Avec quoi vous financez la Sécu? On marque une pause et on parle de... Et tu disais quoi Le moins 10 ans fiscal. Le moins 10 ans fiscal. Alors encore, je vais le citer toute l'émission, mais... alors vous savez ça, j'ai appris ça en fait. C'est-à-dire que donc notre hausse de pouvoir d'achat, depuis, alors je ne sais plus exactement, mais ça doit être une quinzaine d'années, est bien supérieure à la hausse du PIB. Donc en fait, on finance tout ça par la dette. Ouais. Très clairement, on finance tout ça par la dette depuis des années. On reparle de tout ça dans un instant. Donc on repart. Jérôme, c'est vrai qu'il y a le sujet de la fiscalité. Oui. On distribue des chèques. Oui, alors on est censé... Et on ramasse moins d'impôts. On sort d'une politique contracyclique. On a un petit peu pioché dans les caisses de l'État, c'était normal, pour déployer ce filet de sécurité pour amortir le choc du Covid. L'essence même d'une politique contracyclique, c'est on vide les caisses quand on en a besoin, pour atténuer un choc économique, et puis quand l'économie repart, il faut les renflouer. L'économie repart actuellement puisque le chômage est assez bas, comparé à ce qu'on a vécu au cours de ces 20 dernières années, il est historiquement bas. Et pourtant, on a tous ces partis politiques qui nous promettent de payer moins d'impôts, ou en tout cas de ne jamais augmenter l'impôt. Donc quand est-ce qu'on va renflouer les caisses? Quand est-ce qu'on va reconstituer notre matelas de sécurité dont on aura besoin pour amortir le prochain choc économique? Je prends ma casquette Gabriel Attal et je dis, c'est pas par Monsieur Matisse, ça n'est pas par les impôts qu'on va effacer ça, c'est par le plein emploi et par la croissance. Alors... Ah ben voilà. Alors, attends. Alors, il y a quelque chose d'un et par l'efficacité de l'État. Nous allons, majorité, j'ai toujours ma casquette de Gabriel Attal, gagner 15 milliards d'euros. C'est rien du performance. Tout. Mais 15 milliards d'euros, c'est rien du tout. 15 milliards d'euros, c'est pas mal quand même, non Pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Quand je parle de renflouer les caisses de l'État, c'est pas à ce niveau-là. L'effort budgétaire est de 50 milliards d'euros sur le quinquennat. C'est ce qu'il y a dans le programme de Macron, ce qui est assez faible. Si tu rapportes 15 milliards d'euros, tu n'as pas de quoi réduire ta dette. Non, mais tu peux pas, Jérôme, dire que l'économie repart là, alors qu'une vague de récession nous arrive sur la tronche, quoi, quand même. Non, mais attendez, je dis simplement que le taux de chômage est au plus bas. C'est une des mesures pour savoir si l'économie repart. Normalement, on devait se situer dans des sentiers de croissance, de croissance économique plutôt élevés. Bon, il se trouve qu'on se prend quelques contre-coups du fait de l'inflation, je suis d'accord. Mais quelques contre-coups. Le Covid, c'est un choc autrement plus douloureux pour l'économie et qui nécessitait véritablement de vider les caisses de l'État. Aujourd'hui, mais là, on est sur un choc économique. Le Covid, c'est pas un choc économique, donc c'est ça qui rend le truc compliqué à comparer. C'est une vision court-termiste de promettre aux électeurs, en tout cas, je ne dis pas que tous les électeurs y sont sensibles, mais de leur dire, vous inquiétez pas, on vous promet, on n'augmentera pas les impôts, etc. Le coût de la baguette magique, alors effectivement,
quelque chose qui avait véritablement vidé les caisses de l'État. C'était pas tant le fait que l'État ait subventionné des salaires de gens qui n'allaient plus travailler parce qu'ils étaient en manque d'activité. C'est notamment du fait du manque de recettes fiscales, du fait du manque d'activité économique. Et il est vrai que si tu t'inscris avec une croissance élevée, tu peux renflouer les caisses de l'État simplement en faisant payer les entreprises. Et avec le plein emploi, et avec la réforme des retraites, j'ai oublié la réforme des retraites. C'est quand même assez optimiste. C'est-à-dire que si jamais la situation se dégrade, très bien, avec ce scénario très optimiste, ok. Mais si jamais ça ne se passe pas comme ça, si jamais la situation se dégrade, qu'est-ce qu'on aura derrière? Plus que la dette. Bon, on est quand même déjà des... Alors toi qui as ta casquette de Attal, tu vas remettre ta casquette de Stéphane Soumier. Ma casquette de Stéphane Soumier, je fais mais n'importe quoi. Non, mais ça on en a déjà parlé. J'ai rarement vu un programme présidentiel aussi peu documenté, comme on dit en économie. C'est-à-dire 50 milliards. Où est-ce que tu vas les chercher? Tu n'as pas le début du commencement d'une info un peu précise. Alors moi, je suis d'accord avec toi sur la partie notamment de réforme de l'État, où là, je vois rien de plus que des bonnes intentions. Facturation électronique, il y a un peu de pognon à aller récupérer là-dessus. Mais bon. Tout ça, c'est bien noté, mais c'est difficile à mettre en place. C'est difficile de voir que ça porte des effets. Et malheureusement, on a de l'historique là-dessus, sur tous les programmes de réforme, simplification et autres, et ça n'a jamais été très efficace. Donc, attendons de voir s'il y a des projets, mais je vois malheureusement qu'une seule vraie façon de réduire la facture de l'État, c'est avoir moins de salariés. Donc, bon, ça, je vois pas que ce soit les annonces, au contraire. En revanche, il y a une idée qui, enfin, moi, je trouve que, alors c'est difficile à assumer dans la période, surtout face à un Mélenchon qui promet la retraite à 60 ans, mais il y a une idée qui est plutôt saine et qui n'est pas complètement assumée par le gouvernement sur les retraites. C'est-à-dire qu'en fait, cette réforme des retraites, l'idée, c'est pas tellement le régime lui-même, parce que finalement, quand on regarde les scénarios du corps, même si on prend le downside, vraiment la version un peu plus prudente des hypothèses macro, c'est vrai que la part des retraites dans le PIB, on a probablement quasiment atteint le pic et ça va redescendre. Donc en fait, le sujet, c'est plus tellement directement ça, c'est-à-dire contenir ce truc qui montait trop, c'est de faire plus travailler des gens. Parce qu'en fait, il y a un taux d'emploi qui reste encore trop faible en France. Et là où il y a à gratter, si je puis dire, le plus, c'est là. Il y aura une deuxième poche, c'est qu'à mon avis, il y a trop de jeunes qui font des études supérieures. Mais ça, c'est encore plus difficile à dire et à faire accepter comme message. Mais de fait, notre taux de travail des jeunes est très très bas parce que très peu travaillent. Beaucoup font des études très longues et ils continuent de le faire. Et donc, sont hors du marché du travail. Mais un des sujets français, c'est qu'il n'y a pas assez de gens au travail. Et que quand on met plus de gens au travail, mine de rien, c'est ça qui fait du PIB en plus et de la recette en plus. Et ça, il y avait un papier très intéressant de Pierre Cahuc qui avait été fait sur... pourquoi l'Allemagne a lâché la France en matière de PIB par habitant sur 20 ans, 15-20 ans, c'est avec le travail. Plus de travail, le chômage s'est comprimé massivement, voilà, des taux bien plus bas que le taux français. Tout à fait. Parce qu'il y a eu des réformes pour le pousser là-dedans. Et puis, on a allongé le temps de travail des personnes seniors. Et donc, en fait, les deux choses font que ça fait beaucoup de recettes, ça. Ouais. Ça fait beaucoup de recettes. C'est la première source de pauvreté en France, c'est le manque de travail. Mais oui. C'est pas que les chômeurs, c'est aussi les gens en temps partiel qui aimeraient être à temps plein. Exactement. Et donc, en fait, ça poussait, étendre le marché du travail. Mais ça, il l'a dit, puis il ne le dit plus. Et je trouve qu'il devrait l'assumer. Mais il l'a dire, voilà, une France de plein emploi. Mais de plein emploi, ça veut dire que ça a jusqu'à 64 ans révolu. Et tout le monde s'y met au maximum. Et on travaille tous beaucoup, et donc on a plus d'argent. Ça veut dire qu'éventuellement, justement, là, la pression fiscale, on peut peut-être la faire baisser un petit peu, si jamais on trouve les marges, parce que là, on retrouve un état différent en matière de financement de ce qu'on a financé par rapport aux gens qui travaillent pour financer. Et en termes de chômage, on n'est pas encore au plein emploi. Oui, on en est loin. Alors, on en est loin, mais le problème, c'est que pour passer de notre niveau actuel, comme tu le disais, qui est dans les plus bas historiques, parce qu'on est au même niveau que 2008, juste avant la crise financière, donc ce qui était notre plus bas depuis les années Giscard, donc c'est vraiment bas pour la France, pour aller au niveau anglo-saxon ou germanique. Déjà au niveau allemand. Voilà, à 3,5, 4. Le problème, c'est que ça, je pense qu'on ne peut pas le faire si on ne change pas la contrainte sur la reprise d'activité. C'est très très difficile à dire et à faire accepter dans le débat public, mais je pense que là on est face à un seuil d'arbitrage pour une partie des gens où c'est rationnel de préférer le système d'aide sociale à un travail qui n'est pas plus rémunéré. Et qu'est-ce qui a fait avec les lois Hartz,
le bouleversement de la situation allemande, dont il faut dire qu'en 2005, elle avait un taux de chômage à 10% comme la France. C'est les mini-jobs. Et puis, c'est la pression sur le minima social qui est sous contrainte. Donc là aussi, on retrouve la deuxième réforme, mais dont on n'entend plus parler, qui était RSA sous contrainte d'activité ou de formation, et qui est très difficile à faire passer. Je ne suis pas sûr, parce que c'est une connerie si tu es dur avec les gens qui sont en situation très complexe. Tu vas inventer des activités qui n'ont ni queue ni tête. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire des formations. Mais c'est les 1 euro des job. gens qui n'ont pas envie de les faire et il te faut un dispositif de contrôle derrière en plus, qui n'a pas envie de contrôler. C'est ça en fait qui a été assez important et qui est souvent oublié dans les Reform Arts. On parle beaucoup des mini-jobs et on ne parle pas des 1 euro jobs. Le 1 euro job, c'est comme son nom l'indique, c'est un job payé 1 euro. Donc c'est pas très sympathique, mais c'est ce qu'on peut contraindre. Donc c'est la menace qui pèse sur celui qui est au minimum notre RSA à nous et qui se dit j'ai pas envie quand même de me faire réquisitionner pour aller travailler 10 heures à nettoyer le square d'à côté en étant payé 1 euro de l'heure. Et donc en fait je vais beaucoup plus spontanément aller chercher un job rémunéré. Bon, je tiens quand même à dire qu'en matière de trappe à l'inactivité, la France a fait beaucoup de progrès. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, on trouvait encore des situations où des gens, sans travailler, gagnaient plus que si jamais ils se mettaient à travailler au SMIC. Aujourd'hui, normalement, ça et puis avant la réforme de l'assurance chômage, il y avait vraiment des arbitrages qui faisaient que travailler de manière partielle avant la réforme Borne. La fameuse permittence. Et la permittence faisait que je pouvais gagner plus que si je travaillais à temps complet. Absolument. Mais il faut aussi ajouter, citons Pierre Cahuc, que beaucoup d'études montrent que, alors d'abord en plus dans la société de la connaissance dans laquelle on évolue de plus en plus, si tu veux que le chômeur travaille de manière efficace à accroître le PIB du pays, il faut aussi qu'il soit bien formé et qu'il puisse chercher du travail dans de bonnes conditions. Tout à fait. Pour le dire plus rapidement, le gars qui est à bac plus 5 et que tu obliges à aller bosser dans un hamburger, à faire des hamburgers, c'est de la perte de richesse. C'est pas ce que tu vas faire. C'est pas ce que tu vas faire. C'est de la perte de richesse pour le pays. Celui-là, tu l'as déjà contraint par la dégressivité des assurances chômage, par exemple. Typiquement, celui qui faisait l'arbitrage, je me forme, la réforme de la dégressivité vient le toucher lui. Il n'est pas du tout à un niveau de travail dans un hamburger. En revanche, il vient à se dire il faut vraiment que même si c'est 20% moins bien payé que mon précédent job, que je le prenne. Mais c'est pas aller dans un McDo. En revanche, si tu veux, ce que tu changes comme comportement, c'est que tu peux aussi rendre plus nombreux des emplois de services qui manquent en fait. C'est-à-dire que les gens se retrouvent à pas avoir assez de personnes et donc les services sont moins bons. Parce que tu n'as pas assez de personnes pour les remplir. Et pas seulement les services, enfin tous les industriels te parlent du job basique qui existe encore beaucoup, puisqu'en plus nos usines sont sous-robotisées, de l'opérateur de production de base dans les outils industriels aujourd'hui français assez vieillissants encore. Bon, il n'est pas là, quoi. Voilà. Il est tout simplement pas là. Bon, on a fait le tour. Je peux juste abonder. Mais je t'en prie, Jérôme. Sur une remarque, effectivement. Alors, il y avait une étude qui avait été menée en Suisse par des universitaires qui montrait que c'est intéressant parce qu'il y avait des réformes d'assurance chômage dans un canton qui n'avaient pas lieu dans les cantons autour. Donc, ça permet de faire un peu de contrôle. Ouais. En termes d'expérimentation contrôlée, j'entends. Le fameux contrefactuel. Exactement. Voilà. Donc, ils avaient regardé quels étaient les effets. Les effets, c'est donc c'était des effets où on diminuait soit les aides qui étaient versées d'assurance chômage ou soit on écourtait la durée du d'indemnisation, exactement. Et donc, très nettement, il y a un effet, c'est que les gens retrouvent plus rapidement de l'emploi. Voilà. Et puis, ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème d'appariement. C'est exactement ce que tu dis, c'est que les gens, finalement, se jetaient sur le premier emploi venu, et quand bien même, ils étaient qualifiés pour en occuper un autre. Et finalement, quand tu avais une perspective de long terme, tu disais que c'était pas si efficace que ça pour l'économie. T'as pas envie, en Russie, tu montes dans un taxi, potentiellement, c'est un ingénieur de physique qui le conduit. Bon, ben voilà, ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens, ce problème d'appariement. Oui, mais si l'offre, parce que l'offre, elle va aussi s'adapter à ce moment-là. Si l'offre, elle s'adapte bien, elle va aller chercher. Le problème de la Russie, c'est qu'il n'y a personne pour aller chercher l'ingénieur et le prendre comme ingénieur. Oui. Là, je pense qu'il y a quand même vraiment encore des sujets en France d'arbitrage système social versus emploi et qui sont complètement rationnels. Moi, je jette la pierre absolument pas aux personnes en question. Au contraire, je pense que c'est complètement légitime de se dire attendez, franchement, ce que vous me proposez, c'est pas rationnel pour moi. Donc, il faut aussi retrouver des mécanismes. Alors, la prime d'activité aide à ça, il y a différentes choses, mais il faut
et on subventionne beaucoup l'emploi peu qualifié en France déjà. Il n'y a plus de cotisation sociale employeur et on donne la prime d'activité. Donc en fait, on subventionne déjà beaucoup l'emploi peu qualifié. Mais il y a encore des choses à faire pour inciter. Tiens, mais alors, non, parce que je cherche, je refais le programme. Un mot, Jean-Charles, c'est ton truc, je sais, c'est pas sûr que le sujet soit intéressant, je l'avais mis, mais tu vas me dire, 50e congrès de la CFDT, etc., les gars qui vont être pris entre le marteau de Macron et l'enclume du Conseil national de la refondation. Il y a un sujet qui est important sur la réforme des retraites, c'est que, comme c'était dit, on ne peut pas non plus mettre tout le monde à dos. Et parmi le pas tout le monde à dos, il y a la CFDT. Parce qu'en fait, la CGT, FO, on sait qu'ils sont contre par principe et qu'ils ne seront pas pour. La CFDT, c'est un peu le point de basculement, en fait, dans le système français. Exactement. C'est le syndicat pivot, c'est lui qui fait un peu le oui ou le non global d'acceptabilité. Là, il est non. Et là, il est non, et très clairement non, parce que, alors déjà, ils n'aimaient pas trop la réforme, Philippe, non pas sur le système universel à points, parce qu'au contraire, ça, c'était leur idée. Et on leur retire leur idée. Mais pourquoi ils ne l'aimaient pas? Parce que, à cause de la borne d'âge. À cause de la borne d'âge à 64 ans, l'âge pivot, le fameux âge pivot, qui était plutôt un truc intelligent, au contraire, parce que ça faisait justement un système qui n'était pas un âge obligatoire de départ, mais qui était un système de décote bonus-malus. En fait, là, on leur retire leur idée de système universel en points, et en plus, on leur impose encore pire un âge légal à repousser à 65 ans. Donc je pense qu'il faut trouver des choses intelligentes à négocier avec eux, et tout en ayant ce même objectif que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'emploi qui continue d'augmenter comme il le fait beaucoup depuis la réforme Fillon. On le sous-estime ça, mais depuis la réforme Fillon, tu l'as déjà dit, vas-y. Et que là, à chaque fois, il ouvre des tiroirs quand il fait ses phrases. On est un objectif pour notamment les fameuses carrières longues qu'avait essayé de traiter Hollande. C'est-à-dire, en fait, ce que n'aime pas du tout la CFDT avec l'âge légal, ce qu'on comprend, c'est que le type qui a commencé à 16-17 ans, en fait, il se retrouve très pénalisé par une mesure purement d'âge. Parce que lui, ce que ne fait pas la durée de cotisation. Alors que celui qui a commencé à travailler à 25-26 ans, comme les beaucoup de cadres, lui, ça le gêne moins, parce que de toute façon, il n'a pas ses trimestres. Donc tout ça est à retravailler, et je pense qu'il faut trouver de la souplesse et de la négociation avec cette équipe-là qui a été un petit peu martyrisée en termes humains, je ne parle pas des mesures, mais qui a eu le sentiment d'être maltraitée dans les 5 dernières années. Il faut retrouver un lien et quelque chose qui fasse que, justement, ça facilite l'adoption de certaines réformes. T'en as besoin, quoi. Voilà, parce que c'est la seule force qui soit à la fois sociale et à peu près raisonnable. Et donc, il faut essayer de la convaincre, de dire que... sur les rouages de réforme. Voilà, exactement. C'est le grain à moudre de Bergeron. Là, il faut le trouver un peu avec la CFDT. Il faut lui donner un peu quelque chose. Bergeron. Et oui, moi, je suis un vieux du social. D'accord, avec du marché des profs. Ah oui. Alors, parlons du marché. Bah oui, c'est pour toi, ça. Donc, rapport du Sénat. Ouais. Gérard Longuet. C'est pas ce qu'on a fait de plus ouvert à la négociation. Ça interroge sur la représentativité du Sénat et sur le mode d'élection au Sénat. Pourquoi ? Qu'il y ait Gérard Longuet toujours sénateur en 2022. Pourquoi ? Parce qu'il est au bout de tout, quoi. Ah oui, ouais. Et donc ça montre que cette Assemblée ne se renouvelle pas et n'est pas... il est ministre en 86, je crois, Longuet. Oui, il est déjà de la première cohabitation, là. Il est déjà là, c'est ça. Bon, bref, Gérard Longuet qui dit on n'a pas de profs de maths, on a beaucoup de profs de philo, donc payons les profs de maths le double des profs de philo. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, alors, donc, monsieur le prof d'économie... Il jette le pavé dans la mare. Ouais. D'abord, c'est un truc enfin, c'est une nouveauté ou c'est quelque chose qui est déjà une piste de réflexion que tu avais déjà vue, toi, sur la rémunération des profs ? Ça n'a jamais été véritablement considéré, je pense, par l'éducation nationale parce qu'ils sentent bien que c'est un sujet explosif. Par contre, c'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, il y a un marché du travail avec une offre, une demande, et un professeur d'histoire peut gagner... Mais ça, pour les universités, mais y compris pour les profs du primaire et du secondaire. Ah, ça, je sais pas. Parce que lui, c'est de ça dont il parle, là. Sais bien. Mais d'abord, je voudrais expliquer... parle pas de toi, là. Ça va, tout n'est pas sur moi. Non, mais donc, j'aimerais expliquer à ceux qui nous écoutent la pénurie en 3 faits. Que tout le monde va rapidement comprendre. Vas-y. Les profs donc, du primaire et du secondaire, on parle de ça, qui partent à la retraite actuellement, donc ils sont nés dans les années 60, ils ont intégré le marché du travail dans les années 80, quand eux commençaient leur carrière, ils gagnaient l'équivalent de 3 fois le SMIC, 3 fois le salaire minimum. On leur demandait d'avoir un niveau Bac+2. Et ils passaient la majeure partie de leur temps à transmettre du savoir. Aujourd'hui, ceux qui deviennent profs sont payés quasiment le SMIC. C'est 1,1 fois le SMIC, donc 10% seulement. On leur demande d'avoir un Bac+5
Et parce qu'ils arrivent dans un système où ils n'ont pas de points, ils sont envoyés en zone d'éducation prioritaire, donc les REP, les REP+, où ils passent la moitié de leur temps à faire de la discipline. Donc on voit comment, en quelques années, en quelques décennies, le système s'est complètement dégradé. Donc maintenant, il faut répondre à cela. Alors, ce que je ferais, moi, si j'étais aux commandes, ce n'est qu'une idée, c'est un peu moins violent parce qu'il faut quand même voir que les profs peuvent s'arc-bouter sur cette idée de se dire je ne veux pas être dans un collège où parce que je suis dans une matière, je gagne 2 fois moins que mon collègue avec lequel je prends le café. Ils sont quand même... voilà. Bon. Par contre, ce qu'on pourrait envisager, c'est de dire on arrête de contraindre les jeunes profs à aller en zone d'éducation prioritaire, c'est sur la base du volontariat. On fait effectivement jouer le mécanisme de l'offre et la demande à cet endroit-là pour déterminer les salaires, ce qui ferait que comme il y aurait peu de gens, pas forcément d'ailleurs les plus jeunes, mais qui demandent à aller en zone d'éducation prioritaire, eux potentiellement sont 2 fois plus élevés, et on leur demande en plus d'accompagner leur formation par je dirais, on ajoute à leur arc des cordes qui leur permettent de répondre aux problématiques des zones d'éducation prioritaire, qui est que comment se faire respecter, Bien comment sûr. asseoir sa discipline, notamment quand on est une femme et qu'on est parfois face à certains écoliers qui remettent en question l'autorité féminine, comment on se... Mais t'as pas résolu... Non, mais je comprends parfaitement le truc, c'est intéressant, mais t'as pas résolu ton problème de prof de maths, là. J'en viens. C'est que je pense, je n'ai aucune étude là-dessus, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire prof à condition de ne pas être envoyés en zone d'éducation prioritaire. Or, aujourd'hui, quand on passe le concours, on est directement envoyé dans une zone d'éducation prioritaire. Il y a eu une année, alors je ne me rappelle plus des chiffres. Je ne savais pas ça, c'est quasi automatique. On n'a pas de système des points. Quand on démarre, on n'a pas de points. Ouais. Donc, quand on n'a pas de points, cas exceptionnels, la personne qui, le pauvre a un handicap ou des choses comme ça, parce qu'il y a des bonifications. Oui, alors après, il y a non, mais ne rentre pas dans ces on n'a pas de points, on n'a pas de points, on est envoyé au charbon parce que nos vœux sont exaucés les derniers. Donc on se retrouve dans les établissements où personne ne veut aller. Voilà. T'as raison, non, mais c'est très intéressant. Ça pourrait ressusciter, parce que c'est quand même dommage. Et en plus, je vais être un petit peu... je vais mettre un peu de sel sur mon propos, c'est que j'ai déjà entendu des jeunes qui pensaient, de mes étudiants par exemple, à vouloir être prof, qui disaient « je ne le fais pas parce que j'ai pas envie d'être envoyé dans... » Et par contre, je n'ai jamais entendu qu'ils disaient c'est parce que c'est pas assez payé. Alors certainement, il y a des deux. Je l'ai dit, on est passé de 3 fois le SMIC à 1,1 fois le SMIC. Donc c'est les deux. Mais l'argent ne résout pas tout. D'ailleurs, non, mais les pour jeunes les maths, qui sont actuellement le fait que c'était quoi les chiffres du CAPES là, c'est en gros il y avait un candidat pour 2 postes. Alors globalement, non, un admissible pour 2 postes. Non, il n'y a pas pour 2 candidats. Stéphane. Simplement, là, c'est la question du bac plus 5. Quand on a un bac plus 5 en maths, pour peu que ce soit un bac plus 5, donc c'est un master 2 en mathématiques appliquées, mais l'industrie nous accueille à bras ouverts avec des salaires qui ne sont pas à 1,1 fois le SMIC. Donc là, potentiellement, effectivement, il y a un problème d'attraction. Je l'ai dit beaucoup ici, hein, c'est le pire des salaires que tu puisses avoir avec un master 2. Exactement. Voilà, tu es à 80% de la moyenne des Master 2. Voilà. Quand tu sors d'un Master 2, c'est être prof. Voilà. Le pire des salaires que tu puisses avoir. Alors, donc il y a quand même un sujet là-dessus. Mais c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Il y a 2 choses quand même. D'abord, sur la période que tu cites, il y a eu un pincement entre le SMIC et le salaire médian. Donc le SMIC a aussi progressé. L'ensemble des salariés qui... mais c'est quand même très violent. Alors, on l'a déjà montré ici, la courbe, c'est très violent. D'accord, mais il y a eu un pincement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu rapportes ça au salaire médian, c'est pas la même évolution quand même. C'est-à-dire qu'il y a le déclassement qui semble majeur quand tu regardes par rapport au SMIC est moins net quand tu regardes par rapport au salaire médian. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est le problème de l'État, c'est qu'il faut voir le coût du travail de l'employeur qu'est l'État. La cotisation retraite du professeur payé 1,1 fois le SMIC, c'est 75% du brut. La cotisation retraite seulement de l'employeur État, c'est 75% du brut pour les agents publics. Donc, le problème, c'est que le salaire net, du coup, il n'est pas très élevé. Mais augmenter les salaires nets, c'est porter aussi assez haut le coût pour les finances publiques. Donc, c'est pas évident d'augmenter. Non, moi, quand j'avais fait mes calculs, les calculs sur le doublement des salaires des profs, j'avais décidé à une époque de prendre Anne Hidalgo au sérieux. Ouais. Et en fait, ça passe si effectivement c'est net de charge. Voilà. C'est-à-dire, parce que grâce à Twitter, tu peux discuter avec des gens que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer, notamment les syndicats d'enseignants, qui comprenaient parfaitement le truc et étaient prêts à prendre le deal, en fait. Exactement, faudrait faire ce qui se fait dans d'autres administrations. Par exemple, moi, je prends deux concours que je connais bien. Donc, justement, le CAPES des mathématiques et un concours dans le ministère de l'économie et des finances. Même niveau de recrutement, bac plus 5. À peu près même formation en plus dans les deux. Le problème, c'est que le salaire net et pas très loin, en fait. C'est l'un est à 1700 et quelques et l'autre est à 1900 et quelques. Donc, c'est pas extrêmement difficile pour le débutant, premier poste. Sauf qu'au ministère des Finances, il y a 1700 € de prime.
et ben voilà, les primes, elles ne sont pas cotisées, donc il faut accepter le deal. Voilà, c'est ça, c'est le principe. Et donc, il faut accepter le deal d'avoir un 1700 euros par mois ou par an? Par mois. Par mois. Par mois. Ah donc tu doubles ton salaire avec les primes. Voilà, et ça c'est Bercy. Et donc faudrait. Bercy, ce sont les fonctionnaires les mieux payés. Voilà. Alors donc faudrait. Je peux rentrer à Bercy. C'est le système que j'avais imaginé pour doubler le salaire des profs. Faudrait étendre ça effectivement à certaines disciplines en disant il y a une pénurie dans certaines disciplines. Et je comprends que ce soit difficile à vivre. Tu sais que Jean-Charles, ça coûte si tu fais ça pour les 825 000 je crois. Hein, 825 000 profs du primaire et du secondaire. T'étais pas concerné toi, Jérôme, dans mon calcul. Parce que c'est là que ça se joue. 825 000 profs du primaire et du secondaire qui sont en face des élèves, ça te coûte 6 milliards d'euros par an, tu doubles le truc sur 5 ans, ça te coûte 6 milliards d'euros par an. Oui, c'est tout à fait jouable. Mais ouais, tu vois. C'est tout à fait jouable. Et simplement, effectivement, je pense qu'il y a aussi une autre mesure pour certains. Je pense que le Bac+5 est excessif. D'ailleurs, une des raisons de pourquoi il y avait cette année qu'un admissible, que la moitié des postes ouverts en admissibilité, c'est parce qu'on a augmenté d'un an l'exigence, parce qu'avant il suffisait d'être inscrit en Master 2. Bon allez les gars, le temps tourne et je veux que... Pour enseigner en terminale en mathématiques, puisque c'est le maximum qu'on demande à un professeur d'enseignement secondaire, je trouve ça excessif de lui demander d'avoir un Bac+5. Prof de finance quand même, le crack des cryptos là, moi je veux savoir ce que... On a combien de temps? 10 minutes. Ah oui, un peu moins de 10 minutes. C'est large. Alors, un peu moins de 10 minutes. C'est un crack, effectivement. Donc c'est même pas un éclatement de bulle, c'est un dégonflement de bulle. Pour moi, l'éclatement. Quand même, c'est une division par 3 là, pratiquement là. Hein, on est encore à des niveaux excessifs selon moi. Non, mais alors c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Parce que on a franchi un seuil là qui a été intéressant. Parce que comme ça ne repose sur rien, tu te dis comment est-ce que les gars qui font les marchés arrivent à essayer d'évaluer le sous-jacent. Et il y avait le prix moyen du Bitcoin. Ouais. Donc l'ensemble des bitcoins émis, à quel prix moyen à peu près ils ont été achetés, et tu te retrouves avec un truc autour des 20 000 $. Et donc tu es dessus là en ce moment, tu as 20 000 $ le bitcoin, mais c'est vrai que... Et tu te dis que si tu passes dessous, là effectivement, tu es peut-être sur... Je vais expliquer à ceux qui nous regardent. Ils connaissent bien le Bitcoin quand même. Hein, oui, Jérôme, non, mais je parle de manière générale parce qu'il faut dépasser le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une vieille crypto-monnaie. Oui, enfin voilà, les cryptos en général. Parce qu'il y a une technologie sous-jacente qui est très intéressante. C'est la blockchain. Oui, voilà. Mais ça, on le sait tous. Oui, on le sait tous, mais... Tous ceux qui regardent Bismarck le savent, Très bien, je sais bien. Je ne vais pas expliquer ce qu'est une blockchain. Je vais expliquer pourquoi, selon moi, la valeur de la blockchain, en termes pécuniaires, est surestimée. Les investisseurs constatent que les plus grosses capitalisations boursières mondiales actuellement, ce sont les GAFAM. C'est donc les géants du web. L'Internet, c'est la révolution de l'échange d'informations. La blockchain, c'est la révolution de l'échange de valeurs. Et donc, ils se disent, puisqu'on pousse la frontière technologique un cran plus loin, qu'on devra aller vers le web 3.0, etc., que demain, les mastodontes des marchés boursiers, ce seront des entreprises qui œuvrent avec la blockchain. Et moi, c'est ce point que je conteste fondamentalement. De mon point de vue, les mastodontes des GAFAM, ce n'est pas parce qu'elles font de l'Internet en soi qu'elles utilisent cette technologie, qu'elles sont immensément riches. C'est parce qu'elles font du ciblage publicitaire. Et c'est de là qu'elles tirent leurs revenus. Tout à fait. La blockchain, et d'ailleurs qui accompagne, ce n'est pas directement un ingrédient du Web 3.0, mais on va vers ça, on va vers une blockchain qui nous permettra de pair à pair d'échanger de la valeur, ce qui est une utilité sociale folle. Hein, je trouve que c'est super, c'est une super révolution technologique et qui nous amène vers le Web 3.0. Donc le Web 1.0, c'est je lis l'information qui est sur Internet. Le Web 2.0, c'est je lis et j'écris parce que j'ai moi-même un blog. Et le Web 3.0, c'est je lis, j'écris et je suis propriétaire de mes données. Donc ça va à l'encontre du ciblage publicitaire, justement pour contester cela. Et donc, tous ces investisseurs qui pensent que parce qu'il y a une nouvelle technologie, ça va faire déverser des tombereaux de dollars et d'euros sur les marchés, de mon point de vue, se trompent. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres technologies qui parfois ne trouvent pas de demande. J'avais déjà cité ici les téléviseurs 3D qui sont prêts. On sait faire des téléviseurs 3D, mais c'est un marché qui ne rencontre pas sa demande. Et même mes jeunes étudiants qui ont une vingtaine d'années, quand ils vont au cinéma, je les ai interrogés, il n'y en a que 15% qui vont dans les salles de cinéma 3D, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc il y a ce biais-là. Très Ensuite, intéressant. on ajoute à cela la peur de manquer quelque chose parce qu'on constate que sur un marché, on voit des courbes qui montent comme ça jusqu'au ciel. Donc, je suis en train de rater quelque chose, allez, je mise dessus, etc. Donc, oui, ça commence à se dégonfler, mais il est temps que la bulle éclate vraiment parce que cette bulle, elle nuit au développement de la blockchain dans tout ce qu'elle peut apporter de valeur ajoutée à notre société. Parce qu'il y aura quand même... Parce que tous les moyens se concentrent sur exactement, ces cryptos c'est pas normal que le Bitcoin accapare la moitié du marché, c'est anormal. Il est temps que tout se dégonfle.
Jean-Charles? Oui, je suis effectivement très intéressé par la blockchain depuis le début. Je trouve que c'est un super mécanisme, donc je partage totalement ça. J'ai un point de vue assez radical sur les crypto-monnaies. Mais tu es d'accord avec Jérôme en disant qu'il n'est pas forcément créateur de valeur. C'est ça qui est intéressant. Voilà ça, et la demande ne sera pas là pour tout. C'est-à-dire que je pense, par exemple, sur les NFT, la demande sera assez faible, en fait. Je pense, c'est comme les Google Glass. Il y a eu déjà des cas précédents. Et je pense un peu ça du métavers. Alors, il ne faut pas le dire en ce moment, mais je pense un peu pareil. D'ailleurs, la réalité... Reste sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, j'ai toujours eu les cryptos, j'ai toujours un avis assez radical qui est que pour moi, ça vaut rien. Parce que je ne comprends pas, et je ne vois pas, mais je suis un agnostique, donc je suis prêt à me convaincre. Et puis en plus, j'ai été trader. Moi, mon premier chef trader, il me disait quand tu es dans les marchés, il ne faut jamais pisser contre le vent. Donc je retiens cette maxime. Et donc, je me méfie évidemment de moi-même. Mais je ne vois toujours pas l'intérêt et la valeur d'un truc qui, au contraire, prend pas mal en coût de transaction pour celui qui échange par rapport aux monnaies fiat et à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le système bancaire moderne. Donc j'attends de voir l'intérêt de ça. Et donc à part de la spéculation effectivement pure, je ne vois pas toujours, que ce soit au Salvador ici ou ailleurs, je vois toujours pas en quoi ça change ma vie, ça m'apporte de la valeur d'avoir de la crypto versus d'avoir du dollar, sachant que je pense que c'est quand même pas pour demain que l'État acceptera que je paye mes impôts en crypto ou des trucs comme ça. Non, et puis moi j'avais reçu... Et donc ça veut dire qu'il faudra toujours repasser dans la monnaie fiat. J'ai reçu ici l'un des grands évangélistes des cryptos en France, très sympathique d'ailleurs. Bon, mais parce qu'à un moment, il y a un projet politique. C'est à la limite l'aspect le plus intéressant, c'est le projet politique. Ils n'aiment pas les banques centrales. Voilà, ils n'aiment pas les banques centrales. Ils n'aiment même pas les banques tout court d'ailleurs. Donc ça c'est très intéressant. Après, le gars, tu lui dis, ok, super, qui me fait crédit pour que j'achète ma maison? La communauté. Oui, non, mais c'est... J'ai l'impression d'être dans le programme de Macron, là, pour le coup, tu vois. Il y a des projets intéressants de finances décentralisées. Il y aura de la création de valeur en finance décentralisée, notamment. Il n'y a rien de tangible. Enfin, là encore, j'ai rien vu de documenté qui puisse me dire que tu as un système qui fonctionne avec toutes les sécurités dont tu as besoin quand tu construis ta vie. Parce que c'est ça, quand même, dont on nous parle. Quel rôle n'est pas rempli, en fait, par le système financier contemporain? Non, mais c'est un aspect d'automatisation. C'est-à-dire que oui, le rôle est rempli, mais on peut remplacer parfois des hommes sur certaines tâches par des machines et ça va plus vite, etc. Mais ça se fait déjà et ça peut se faire avec de la monnaie électronique sur la monnaie fiat. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que le fait qu'il y ait une crypto, puis le problème, c'est qu'il y a 15 000 ou je ne sais pas combien de cryptos aujourd'hui. Donc les gars qui sont les anarcho-capitalistes, comme Yorick de Montbine, je ne sais pas si c'était lui ou d'autres, qui disent c'est formidable parce que ça y est, je tue les banques centrales et cette horrible création monétaire de fous furieux, etc. Exactement. Donc c'est des post-friedmaniens qui sont hystériques sur les banques centrales. Ok, très bien. Ça se discute, la politique monétaire, on peut faire plein de critiques. Mais le problème, c'est que demain, je crée une autre crypto qui fait la crypto, donc j'ai jamais ma limite des 21 millions, elle est complètement bidon, puisque de toute façon, je peux avoir autant de création monétaire que je veux par la création de nouvelles cryptos. En plus, tu as raison. Alors, les projets blockchain, alors si vous voulez, en ce moment... On est au bout, là, une minute. L'écosystème des startups, il est victime de son succès. Alors, un peu moins maintenant parce qu'il y a ce dégonflement, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile ces 2 dernières années, on va dire, de lever des fonds pour financer un projet blockchain parce qu'on vend ces jetons, c'est les ICO. Ouais. Le problème, c'est que les jetons vont permettre aux utilisateurs d'utiliser le service, sauf que le cours s'envole. Donc personne n'utilisera le service à ce prix-là. Et donc ces projets-là, ils arrivent rapidement à lever des fonds, mais ensuite, quand il s'agit effectivement d'être, d'un point de vue pragmatique, de passer à l'action, ils en sont incapables parce que leur service est trop cher du fait de l'envolée de leurs jetons. Merci messieurs, tout ça a été super. Donc demain Aurélie Planex et puis donc à partir de lundi les grands enjeux. Bon, on était bien déjà sur les grands enjeux, là, mais voilà. Les grands enjeux post-élection. Super,